Bonjour. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Donald. Je suis Gilbert Davet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Élection, Bonal avait raison. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche de notification et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café, on commence. Nicolas, bien entendu, le titre de cette émission d'aujourd'hui avait référence à notre émission d'entre les deux tours. Tu persistes ces signes, je vois. Oui, oui. J'avais raison depuis longtemps et je ne comprenais pas la joie dans les milieux néo-droitiers ou anti-système ou pro-russes et compagnie qui s'imaginaient que les Français allaient voter raisonnablement. Déjà, on a parlé assez, toi et moi, de la dérive du Rassemblement national depuis des années. Tu me parlais hors antenne de la dérive sioniste du Front national et moi, ce qui m'a amusé, c'est que Meir Habib a été puni et que celle qui l'a remplacée a dit on n'a pas besoin de représentants d'Israël comme ça. J'ai trouvé ça très raisonnable de sa part à cette femme qui l'a remplacée, qui est juive naturellement, donc qui sera députée des Français d'Israël, entre autres. Et Meir Habib en faisait trop, c'était pas bon, et il a été puni. Et donc le Front National s'est complètement gouré, et le baiser de Judas que Meir Habib a donné à Bardella devant tout le monde lui a coûté très cher, et à Meir Habib et à Bardella. Et c'est bien fait aux deux, au camp de Bardella comme au camp de Meir Habib. Deuxièmement, les Juifs de droite ou les Juifs conservateurs sont mal vus dans ce pays, qui est d'extrême gauche, qui est communiste, on va en parler assez vite. On a vu que la foule s'est réunie place République, ils étaient 100 ou 200 000. Hein. Attention, j'avais pas vu une foule comme ça depuis les années 2010, depuis les manifs pour tous. Et ils ont hurlé Hanouna dégage, Hanouna dégage. Donc Hanouna est considéré comme trop de droite. Moi, j'ai jamais vu une émission d'Hanouna, je m'en contrefous, mais c'est juste pour dire, tac. Et puis on a le troisième, c'est le pauvre Zemmour, qui avait amené, c'était le seul, je l'ai dit aussi il y a 4 jours, une dimension culturelle avec un discours réellement de droite en rassemblant des gens qu'on a connus dans notre jeunesse, donc qui étaient vraiment de droite, qui étaient plutôt proches de nous à une certaine époque même. Et puis, il s'est fait exploser, il s'est fait désintégrer, son parti est passé de 5% à 0,5%. J'ai eu aussi Sarah Knafo qui disait que c'était pas républicain ce qu'avait fait Macron, je suis absolument pas d'accord, et c'est tout à fait conforme à la Constitution, contrairement à ce qu'elle dit. Ces juifs de droite se gourrent tous, ils se trompent sur la France. La France est réellement communiste ou socialiste, elle est éternellement Front populaire, elle est éternellement terroriste. Et je rappelle mon texte sur l'anglaise de Taine, qui va pendant la Révolution. Il y a les enthousiastes. Je reviens toujours à ma distinction entre deux types de Français, les hypnotisés, ceux qui croient en la bête immonde, ceux qui croient en l'éternel retour de la bête immonde, ceux qui croient aux valeurs de la République, ceux qui croient au pays des droits de l'homme, malgré toutes les casseroles coloniales, tous les crimes commis partout par les armées françaises. Et ensuite, il y a ceux qui sont anesthésiés, hébétés et qui se foutent de tout. Alors, il y a une petite minorité au Front National qui représente même pas 30% des gens, mais en fait, non, qui représente 16% des gens, si on se réfère au nombre de voix. Et malheureusement, 90% maintenant de cet électorat Rassemblement national n'est même pas d'extrême droite, n'est même pas pur et dur comme celui qu'on a connu dans les années 80 ou 90, quand Marine Le Pen a commencé avec sa garde rapprochée prétorienne à zigouiller toute l'ancienne garde du Front National, qui était allé derrière Bruno Maigret. Moi, j'ai bien connu cette époque, je ne vais pas rentrer dans les détails. Contrairement à Lucien Cerise, je peux parler moi un peu de l'histoire du Front National. Et il a décidé à l'époque, le Front National, de se moderniser. Et à force de se moderniser, il ne représente plus rien, sauf, comme je le disais aussi, une espèce de mamie Le Pen qui leur garantit le yogourt, la poule au pot, un peu plus de sécurité contre les méchants musulmans dans les banlieues, et un parapluie nucléaire sous protection américaine. Il est évident que ça, c'est pas très motivant. Il est évident que, je reprends Zemmour était même pro-Poutine à une époque, puis à cause de la guerre qu'a lancée, interminable d'ailleurs, qu'a lancée Poutine, il s'est fait avoir, hein, comme tous les nationalistes en 2022. La guerre de Poutine a coupé les couilles aux gens de droite en France en 2022 et aux souverainistes. On ne peut plus être souverainiste en France à cause de Poutine, il est temps de le dire. Et comme sa guerre va durer encore 50 ans, Poutine, parce qu'elle n'est pas très efficace, eh bien, les souverainistes l'ont dans le cul et définitivement.
Alors, on a aussi les erreurs des souverainistes parce que on se disait les uns les autres, ah, Philippot, ah, Asselineau, bon, ils se sont mis derrière le parapluie nucléaire russe, ça n'est pas malin. Et ensuite, ils se sont mis à raconter des conneries sur le Brexit. L'Angleterre n'a jamais été aussi orwellienne. L'Angleterre n'a jamais autant dépendu du mondialisme. L'Angleterre dépend du prince Charles, de BlackRock et de Rothschild. Et l'Angleterre a fait élire ce Keir Starmer, dont les enfants sont convertis au judaïsme parce que la mère est juive. Et ce Keir Starmer a décidé, comme Tony Blair à l'époque, de faire un new Labour qui va interdire toute contestation de la politique, de la diplomatie et du social en Angleterre. Et les gars constamment te disent « Ah, quelle merveille ce Brexit », Nicolas, comme si le Brexit allait nous sauver de la France aussi. Et Nicolas, ils oublient à propos de l'Angleterre que l'Angleterre, à la différence de la France, elle a le Commonwealth derrière elle. Elle a déjà tous les territoires de l'ancien empire qui sont organisés pour l'aider. Et qui sont organisés pour obéir, parce qu'on peut difficilement imaginer des pays plus esclavisés et plus contrôlés que l'Australie et le Canada. J'ai consacré un texte que je n'ai pas développé, mais je vais y reprendre. Je développe l'idée que les empires vident complètement les campagnes, remplissent quelques villes. Je répète que 5 villes contrôlent 80% de la population en Australie, et qu'au Canada, des villes comme Regina, au Saskatchewan ou Winnipeg au Manitoba rassemblent les 2 tiers de la population. On est dans un monde comme ça. Et comme on sait en France, avec le passage à la gauche, à l'extrême gauche, à l'écologie la plus radicale, l'OMS et Bill Gates sont des enfants timides à côté de l'électorat français de gauche, des enfants timides. Le lait d'asticot et les steaks d'insectes plus vite qu'on le croit grâce à cet électorat. Donc, je dis, dans les grandes villes, les gens dégénèrent plus vite. Alors, on va dire, ah, Bonal, il se croit malin. Non, non, pas du tout. Je dis que les gens déclarent plus vite grâce à Ibn Khaldoun. Il a consacré de nombreux chapitres à cela en disant que dans les campagnes, les gens gardent leurs vertus plus longtemps et que dans les villes, ils les perdent. Et qu'ils se contentent de payer des impôts et d'être contents de payer des impôts et de se soumettre à l'État. Donc, on est à l'inverse de ce que dit Marx. Et Debord, d'ailleurs, donne tort à Marx sur ce point. Les villes créent une humanité non pas rebelle. Évidemment, il y a eu des barricades. C'est comme si hier on disait qu'ils sont rebelles parce qu'ils se sont rassemblés place de la République pour dire non, non aux nazistes, non à la peste brune, non aux chambres à gaz qu'allait ouvrir le Front National cette semaine, parce que ça allait commencer cette semaine. Oui, sans faire du de Funès, ça allait commencer cette semaine. Il allait gazer le monde entier, le Front National. Ça, et le France, si tu lui dis ça, que c'est merveilleux. Josepha, la femme du gendarme qui frémit en mangeant ses insectes en disant « Nous sommes débarrassés de l'hydre fasciste ». Le mec, il en est là depuis 1789. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout ça, je l'ai expliqué il y a 30 ans. J'avais eu la référence anglaise dans des journaux anglais. Logland avait écrit une chronique dessus, John Logland. J'avais eu Le Figaro et j'avais eu Valeurs Actuelles quand ces 2 canards qui ne valent plus rien maintenant valaient encore quelque chose. Depuis, ça n'a fait que progresser. Et ils ont créé le peuple nouveau dont a parlé Macron. On en a parlé de ce peuple nouveau. Macron, ça m'apparaît de plus en plus maintenant comme un génie de la politique. Et quand des crétins ou des demi-savants se mettent à dire « Oh, mais c'est un narcissique. Oh, mais c'est un idiot. Oh, mais non. Macron, c'est l'héritier du grand initié Mitterrand. Je ne crois pas que les gens ont compris que depuis 40 ans, Mitterrand a définitivement dynamité l'histoire de France. Définitivement. Elle ne valait pas grand-chose. Enfin, c'est comme ça. Mitterrand, c'est Fabius. Mitterrand, c'est Jospin. Mitterrand, c'est Attal, qui est parti socialiste. Mitterrand, c'est Macron. Et Mitterrand, c'est François Hollande. Les gars dominent tout depuis 40 ans. Et ils ont fait, à l'époque, ils ont eu la capacité de prendre tous les résidus, très nombreux d'ailleurs, du giscardisme, qui était mondialiste comme eux et progressiste socialement comme eux, surtout les cathos, comme Béraud. Et ensuite, ils étaient de plus en plus sur une ligne autoritaire européenne. L'Europe ne peut pas se tromper, l'Europe a raison. Je rappelle que c'est Mitterrand qui a mis Jacques Delors au pouvoir. Thatcher a préféré Delors parce qu'elle s'est dit c'est encore moins pire que le choléra mitterrandien qu'on voulait leur filer à l'époque, c'était Claude Chesson. Chesson était sous-ministre sous le gouvernement Mauroy. Lui, il était d'extrême ultra hyper gauche et tiers-mondiste à fond. Donc Thatcher, je me mets à sa place, elle a le choix entre la peste et le choléra, elle a choisi la peste rouge pas ou la peste rose, et elle a préféré Delors, donc le catho de gauche à la française, qui avait déjà de hautes responsabilités sous Pompidou dans le cabinet de Chaban-Delmas, et elle a dit je préfère ça, parce que là aussi, c'est pas arrivé d'un coup ce qui s'est passé hier soir, ça met sur 50 ans. Alors maintenant, arrivons à la campagne, comme j'ai dit, on leur a dit
le français, tu le remontes comme un automate, hein. Il n'y a aucun problème. Tu le remontes comme un automate. On leur a dit la peste brune va arriver, ils vont ouvrir les chambres à gaz et il y aura 6 millions de morts par semaine en France. Ça a marché. Donc, ils sont allés voter, comme ils n'avaient pas été votés depuis des années, et ils disent oui aux grandes recettes, ils disent oui à l'OMS, ils disent oui à l'autoritarisme total. Et on a vu, je parlais de Mitterrand, du grand initié, on a vu notre ami Mélenchon. Mélenchon était là il y a plus de 40 ans. Je disais la dernière fois, il a sans doute coûté entre 4 et 5 millions d'euros de revenus politiques qu'il se gagne depuis 40 ans ou 45 ans, je ne sais pas depuis combien de temps, ou 45 ans sans doute, sous Mitterrand. Et Mélenchon a contrôlé l'extrême gauche avec Julien Drey et SOS Racistes, comme tu le sais très bien. Moi, j'ai fait l'émission avec les mecs d'SOS Racistes. Qu'est-ce qu'il vient m'expliquer, Lucien Cerise et les autres là-dessus? J'ai fait l'émission là-dessus. Je sais ce qui se passe. Et dans la rue, quand on est sorti de l'émission, il y avait des milliers de personnes qui voulaient nous lyncher. C'était comme ça. Qu'on ne me raconte pas que la France allait se réveiller, que le peuple avait beaucoup souffert sous le Covid. Le peuple n'a rien foutu sous le Covid, il était content. Le peuple a été tenu à la maison, il était content. On lui a demandé les codes QR, on lui a demandé les vaccins, il était content. Le peuple est toujours content. Et alors, s'il peut défendre son idole, son fétiche, la République, il est tout content. C'est pour ça que je disais la République contre le peuple. Mais d'un autre côté, le titre n'était pas très bon. Parce que le peuple, de toute manière, est toujours pour la République. Ça me rappelle le passage que j'aime beaucoup dans Candide du nègre de Suriname. Tu sais, c'est à ce prix que vous mangez du sucre, qu'on a tous étudié à l'école. Puis moi, je le relis de temps en temps parce que je trouve qu'il y a des choses totalement géniales chez Voltaire. Il a été aussi attaqué par Soral et sa bande et par tout un tas de gens et ils ont complètement tort. Le gars était très conscient des problèmes à venir. Il avait une vision libre du monde, même pas libérale, libre, et puis évidemment, il a perdu. C'est une référence pour les libertariens, Voltaire. Et donc, dans Le Nègre de Suriname, le pauvre noir explique, à qui on a coupé la jambe et la main, explique que sa mère l'a vendu aux blancs, disant « Respecte toujours nos fétiches, les blancs ». Et c'est vrai qu'on est dans une civilisation du fétichisme. Il y a le fétichisme américain, le fétichisme anglo-saxon, il y a un certain fétichisme juif, il faut bien le dire. Il y a un fétichisme papiste. Alors c'est pour ça que Bergoglio, il faut surtout pas y toucher. Là, je me marrais en voyant que pas mal de gens continuent de défendre Bergoglio, surtout depuis qu'il a excommunié le pauvre Vigano. Et puis, il y a le fétichisme des marchés, il y a le fétichisme de la République, il y a le fétichisme du socialisme, et puis il y a le fétichisme de l'écologie. Et le fétichisme de l'écologie, c'est ce que j'ai mis dans mon blog hier soir en commentaire. Et puis aujourd'hui, je vais prendre un peu de vacances parce que je suis content. J'ai bien écrasé les adversaires. Et j'ai dit, le Cambodge, mon capitaine, c'est ça qui les intéresse. Moi, il y en a une que je divinise, on va lui dédier l'émission parce que c'est une dame du Moyen-Âge. C'est notre George Sand, c'est notre Florence Nightingale, c'est notre Simone Veil, c'est Sandrine Rousseau. Donc Sandrine Rousseau a dit, il faut rester allongé chez soi, il ne faut pas travailler, sinon on produit trop de carbone en respirant et c'est mauvais pour la planète. Mais elle a raison, il ne faut pas se gêner, Sandrine, tu as tout à fait raison. Ensuite, elle a dit, il faut confisquer votre épargne. Mais tu as raison, tu as raison. Là, je me suis mis une chemise blanche. Je me rappelle que les frères Tarot, dans leur livre magnifique sur la révolution hongroise, expliquent que si tu avais plus de 2 chemises, c'était fusillé. C'est-à-dire qu'il y avait les brigades bolcheviques qui se déplaçaient dans tout Budapest, qui rentraient chez toi, qui vidaient tout ce qui restait. Et puis, s'ils trouvaient des choses que tu avais en trop, des vêtements, des chaussures, tu étais fusillé. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'espère qu'on va vers ça parce que je souhaite que les Français payent enfin le prix de leur courageuse décision contre le fascisme et que la punition divine que je ne cesse d'implorer en vain, je dois dire, par un Dieu qui est de plus en plus otiosus, comme dit Mircea Eliade, que la punition divine, enfin, les dégage. Mais on ne sait jamais. Il faut quand même rappeler un livre d'un de mes grands amis, qui s'appelle, évidemment, je n'ai pas le livre. Alors, c'est Serge Halimi. Serge Halimi, on a une brève correspondance au début des années 2000 avant que je quitte la France. C'était à propos du cinéma et du Pentagone, à propos d'Hollywood et du Pentagone. Il a été très gentil. Alors, il a écrit un livre à l'époque qui s'appelle Sisyphe est fatigué. Alors, Sisyphe est fatigué, on a compris l'allusion. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on ne la comprendrait plus. Enfin, à l'époque, il y avait encore un peu de gars qui avaient fait un bac plus 2, qui avait un niveau de bac de 6e de mon enfance. Donc, c'est la gauche arrive au pouvoir sous Blum, sous Guy Mollet, et la gauche fait l'inverse de ce qu'elle dit, et la gauche va se coucher. Et Halimi, qui est à peu près mon âge, qui est à peu près notre âge,
explique à l'époque, ben oui, à chaque fois, ils font le jeu du capital, à chaque fois, ils se couchent devant l'impérialisme, à chaque fois, ils font des guerres de type sioniste ou de type impérialiste, et puis, il faut rien attendre d'eux. Moi, je suis assez d'accord. Mais là, avec l'écologie, j'ai beaucoup plus peur que d'habitude. Mais Oui, dit Gilbert. ce qui est incroyable, c'est effectivement pour confirmer ce que tu dis, sur les 15 ministres de Macron, 12 ont été réélus et on a eu comme bonus François Hollande, qui a été aussi élu. Tu sais que j'aime beaucoup l'expression de Guy Debord, puisqu'on pouvait se moquer d'eux si cruellement. Et Hollande est arrivé avec sa poule à Tulle, sa poule à Tulle, et elle avait un sac Hermès ou Vuitton, je ne sais quoi, de 20 000 euros. Et puis évidemment, il n'y a que Asselineau que ça choque. Faut arrêter. Asselineau, ah oui, je voulais en reparler. Alors lui, il est très fort parce qu'il a quand même réussi à picorer 1,5 million d'euros alors qu'il représente quelques centaines de voix, on le sait maintenant. Quelques milliers à l'échelon national ou dizaines de milliers. Enfin, Asselineau disait, il faut que les médias arrêtent de faire venir Sandrine Rousseau parce qu'elle n'est pas représentative et qu'elle est folle. Alors qu'elle est folle, on est tous d'accord, mais enfin, c'est pour ça qu'elle est élue et réélue au premier tour. En premier tour, Le effectivement. premier tour. Hein. Camembert. Et arrêtez de me dire que les élections sont truquées. Il n'y a pas besoin de les truquer en France. Tu ne vas pas dire qu'elles sont truquées chaque fois que la gauche gagne. Ça n'est pas très honnête. Le Front National représente 30% avec toute la droite classique qui a été désintégrée par 40 ans de collaboration avec Mitterrand et avec l'Europe et avec les Américains, que ce soit sous Chirac qui ne valait pas mieux que les autres ou Sarkozy. Et Tandonnet peut râler tout ce qu'il veut. Tandonnet n'a jamais parlé des vrais sujets. Le grand recette, la mondialisation, la guerre contre la Russie. Il ne parle pas des vrais sujets, jamais. Donc ces gars-là sont couchés devant les agendas mondialistes et après, ils demandent aux gens de voter pour eux. C'est fini. Et le Front National n'a pas attiré grand monde non plus à cause de ça. Mais les résultats aussi démontrent une autre chose, que tous ceux qui appelaient la coalition des droites se sont trompés, parce qu'il n'y a pas de réservoir de vote à droite. En Non, fait, tu les ne peux pas faire réservoirs une des votes, coalition des droites alors qu'il n'y a pas des droites. Hein, il n'y a pas de droite. Les réservoirs, en fait, le complément du nom n'existe pas. Donc ça, c'est un véritable problème. Je vais me lever une seconde et récupérer un livre qui m'est très cher. oui, de toute façon. Halimi, c'est un juif de gauche rebelle exemplaire. On va faire des compliments aux juifs parce que, comme je disais, ils ont été punis d'avoir été de droite cette fois. Hanouna, Meir Habib et Zemmour. Et puis, je vais reprendre Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen explique, je crois, dans une de ses plus belles pages, au moment de la campagne de Tixier-Vignancourt, il soutient Tixier. Tixier est nul. Et Tixier, qui n'est pas très malin non plus, demande au second tour de voter pour Mitterrand en 1947. Et là, Le Pen dit ça a été une catastrophe. C'est encore une fois de plus l'imbécilité classique de la famille nationaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ma jeunesse, j'aurais dû être moins timide. Je tenais bien en main le SECON, nous aurions eu les 100 000 militants, gagné des années, changé mai 68, réussi l'union des patriotes qui a toujours été mon objectif. Lancé 15 ans plus tôt et dans une société beaucoup plus saine, l'aventure qui a produit le Front National. Alors, c'est page 347, Le Pen, le tome 1 des mémoires qui est nettement meilleur, nettement supérieur au tome 2. Je termine. Le Pen dit un élément clé qui est typique de son génie charismatique, j'en parlais hier soir à ma femme, il dit la société était plus saine. Oui, oui, oui. Moi, j'ai parlé de la destruction de la France au cinéma depuis les années 60 jusqu'aux années 90-2000. Ça commence la destruction de la France dans les années 60 à cause du gaullisme et de la société qui est mise en place par les gaullistes et leur technostructure, et les mondialistes déjà à l'œuvre, et les Européens. Parce que tout ça, ça a marché sous De Gaulle, quoi qu'on nous dise. Quoi qu'on nous dise, les gars refusent de le reconnaître. Moi, je n'attaque pas tellement De Gaulle sur l'Algérie, tout ça, je m'en fous. Pourtant, ma famille a tout perdu. Mais je ne l'attaque pas là-dessus. Je dis, on voit précisément que se met en place une grosse société industrielle qui produit Jacques Tati, Godard et Pierre Etex au cinéma. Et voyez la société de Cocagne là-dessus. Et Le Pen, à l'époque, comprend ça. Mais enfin, malgré tout, il reste encore un peu de France souche traditionnelle, un peu nerveuse, etc. Et puis, 20 ans après, c'est déjà un effondrement. On est déjà dans une société boboisée. Il n'y a qu'à te rappeler de ta jeunesse et de la mienne. Hein. On ne va pas expliquer ça aux gens qui sont plus jeunes que nous. Les gens qui ont notre âge ou qui sont plus âgés, les boomers, comme on dit, le savent. Enfin, les boomers qui partagent un peu notre vision du monde, parce que ce n'est pas nos idées qu'on développe, nous, c'est plutôt une vision du monde. Mais qui permet de mieux le comprendre, moi, je crois. Hein. Il y a un moment où, tu lis Tocqueville, tu comprends mieux cette société que d'autres. Hein. Et
progressivement, tout cela est parti en capilotade, y compris le camp nationaliste qui ne représente plus rien et qui a été profondément altéré. Et puis maintenant, on est en train de toucher le fond. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'en sais rien. Je termine juste. Ils peuvent faire toutes les conneries qu'ils veulent à l'Assemblée. Ça, ils auront la majorité pour ça. La France est ingouvernable. Oh non, je ne crois pas. Je crois pas. Non, non. Ça aussi. Alors là, je vais me mettre en faux par rapport à tout le monde. Les mecs disent la France est ingouvernable et dans un an, il y aura une dissolution. J'en sais rien. Je dirais que non. Ils peuvent tout à fait s'entendre sur une plateforme d'intérêt commun. Je rappelle que tous ces gars viennent quand même du Parti socialiste. Faut arrêter de me prendre pour un con. Mélenchon vient du Parti socialiste, Hollande vient du Parti socialiste, Monsieur Macron vient du Parti socialiste, Fabius contrôle encore beaucoup de choses en France, il est du Parti socialiste. Attention, c'est réellement une structure, et c'est cette structure, comme l'a expliqué Castelnau, qui est un des rares analystes que j'apprécie, parce que c'est un communiste, un marxiste, et que donc il comprend comment marchent les sociétés capitalistes. Et il a dit, eh bien ces gars-là, ils ont fait un coup d'État, et comme ils avaient, via les loges et le reste, tout le réseau disponible, il n'y a pas eu de réaction dans l'administration et dans la fonction publique, dans la ponction publique, devrait-on plutôt dire en France. Et ensuite, les médias ont fait le reste du travail, qui appartiennent à des milliardaires qui ont tous eu intérêt à cette étatisation de l'économie. Je rappelle donc les plus riches en France contrôlent 10 fois plus d'argent qu'il y a plus de 20 ans, dans la société qui a été mise en place par M. Chirac, M. Jospin et les mondialistes qui ont joué le jeu de l'euro et du reste. Donc, on ne sait pas du tout si ça ne va pas plutôt évoluer vers une société de plus en plus autoritaire. Un autre qui a quand même dit des choses très intelligentes, il y a mon ami Blondet en Italie, Maurizio, je le conseille parce que lui est vraiment très fort, Blondet. Il a très bien compris aussi pour le cirque qui s'est passé en Grande-Bretagne, alors que les Asselineau et Philippot bénissent la démocratie retrouvée du Brexit en Angleterre. On se moque du monde, on se moque du monde. Mais on s'amuse avec Juan Branco qui a dit on va vers un gouvernement technostructure. Bon, quand on est arrivé avec les socialistes au pouvoir en 81, il y avait deux choses. L'aspect révolutionnaire, dangereux, féministe, antiraciste, écologiste déjà. Il y avait une bonne femme qui s'appelait Yvette Roudy, qui était une terrifiante. Et puis de l'autre côté, il n'y avait que des énarques. Il n'y avait que des énarques. On avait un gouvernement d'énarques. Quand le canard enchaîné, que je disais encore à l'époque, avait soulevé ça, on était déjà dans des gouvernements de technostructure, avec peu à peu un mec qui a sorti son épingle du jeu comme Fabius ou un autre ensuite comme Rocard. Et Jospin est aussi un énarque et comment il s'appelle, notre Macron est aussi un énarque. Et on a compris aussi que la droite, c'est que des énarques et que les souverainistes, Asselineau ou Philippot, c'est également que des énarques. Donc, on est dans le gouvernement de technostructure mondialiste depuis 50 ans maintenant. L'ENA a été mise en place au lendemain de la guerre par De Gaulle et puis je crois aussi par Debré. Et c'est ça qui a bouffé complètement la République, comme la République avait été bouffée avant par les inspecteurs des finances issus de la Révolution et de l'Empire napoléonien. On va pas faire un petit cours, mais c'est comme ça que ça se passe en France. Et alors, cette bourgeoisie peut s'accommoder de l'extrême gauche, cette bourgeoisie peut s'accommoder des progressistes, des mondialistes et du reste. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est ce que j'ai appelé, quand j'ai fait une chronique sur B. Voltaire, qui comprend jamais rien non plus à la politique. Bon, il faut dire qu'avec Ménard et l'autre, ils auraient eu du mal. C'était, oui, ils auraient eu du mal. Là aussi, ça a été totalement noyauté. C'est ce que j'ai appelé la bourgeoisie sauvage. C'est une bourgeoisie opportuniste dont parle Bernanos très très bien pendant toute son œuvre et qui joue là-dessus. Voilà. Donc moi je dis Bonal avait raison et c'est vrai. Tiens, je finis mon café. Et Bonal, pour la parole de la fin, juste un mot de ce que Jean-Marie Le Pen appelait les Français de branche qui ont été poignardés par le Rassemblement national avec son virage sioniste. Oui. Les banlieues de France, malgré ce que dit Lucien Cerise aussi, sont les départements qui ont le moins voté. Ils sont en dessous de 50%. Oui. C'est-à-dire que les Français d'origine musulmane, si tu veux, les musulmans de France, ne sont pas allés voter. Oui, les soi-disant racailles. Les soi-disant racailles. C'est évident qu'il y avait un vivier de voix beaucoup plus fort chez ces gens-là que dans le reste. Mais elle n'a pas pris le risque. Elle a pas pris le risque. De toute manière, ils ne sont pas à plaindre. Ils voulaient, je ne vais pas refaire un cours d'histoire avec Roberto Michels. Les partis politiques, a expliqué Michels il y a 150 ans, il a été à l'époque renforcé par Georges Sorel. Les partis politiques donc créent une aristocratie, notamment les partis socialistes. C'est une aristocratie qui devient anti-populaire et anti-ouvrière. Bon, le Front National a suivi la même dérive. C'est un parti de petits technocrates, de soin,
et ils sont tous aux ordres de la matrice. Et puis c'est tout, ça va pas plus loin. Et, les gens ne comprennent pas là-dessus. Ceux qui n'ont pas voté, je les félicite, ils ont voté Bonal, parce que Bonal a toujours raison. Voilà. Bon, Bonal et Daoued, c'est fini, et Bonal avait raison.